Bonjour à tous et bienvenue sur le mug. Nous sommes le mercredi 2 juin et c'est le début de l'émission. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle journée du mug, cette nouvelle petite matinée du mug. Il fait beau, il fait chaud, j'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous et que vous n'avez pas, on n'est pas encore en pleine canicule ou on n'est pas encore en canicule. Donc voilà, c'est juste l'arrivée des beaux jours, faut en profiter. Salut Distinct, salut Polycrew, salut Corentin, salut Oleg, salut Surnut, salut Poppy, salut Samuel, salut IMAX, salut JL, salut Mediboul, salut Ggri25. Vous êtes déjà nombreux là dans la chatroom là, vous êtes levés de bon matin là. Salut Idriss, salut Super Dupont, salut Caméléon, salut Cyril, salut Siro, Pekoanoa, salut Dave, salut Pulsar, salut Wokanid, salut tout le monde. Bon, bah ça fait plaisir en tout cas, je vois que vous avez la pêche ce matin. En Belgique, il fait jamais trop chaud. Eh ben oui, Dave, écoute, mais je sais qu'il a fait beau là, la semaine dernière en Belgique aussi. J'ai des collègues en Belgique et du coup, quand on se fait des petites signes qu'on peut voir le ciel bleu derrière, quand il y a du ciel bleu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. Petit programme dodu ce matin. De quoi va-t-on parler? On va parler un petit peu de Venmo, cette application de paiement qui appartient à PayPal, qui n'est pas disponible en France, mais on va un petit peu en parler d'un point de vue données des utilisateurs et respect de la vie privée des utilisateurs. Ensuite, on fera un petit point sur les pratiques, un article intéressant d'ailleurs de TechCrunch sur les pratiques des cookies et des fameuses bannières de cookies avec la RGPD. On verra qu'est-ce qu'il en est 3 ans après. Voilà, petit constat et ça sera assez intéressant. Ensuite, on parlera de la fameuse cyberattaque qui a touché JBS, le premier producteur et distributeur de viande, un des premiers en tout cas. Un des plus gros, donc ça sera intéressant. Ils ont été touchés notamment aux États-Unis et en Australie, donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences, quelles sont les craintes des marchés et pourquoi c'est important d'en parler puisque c'est en effet un sujet tech puisque c'est une cyberattaque. Et puis ensuite on prendra encore des nouvelles de Twitter. C'est un peu l'année Twitter, cette année 2021. On ne fait que parler d'eux après avoir passé des années à ne plus les mentionner et donc du coup là, on va parler donc avec Twitter de l'arrivée de réactions. Donc les réactions, ça va vous faire penser peut-être au Facebook réactions. Vous savez, ces petits emojis qui sont disponibles en bas des posts qui vous permettent de réagir très très facilement à un post sans avoir à écrire un commentaire. Voilà, donc on parlera de ça, de ce développement-là. On parlera aussi de la publicité qui fait son arrivée sur les flits. Pour rappel, les flits, c'est les fameuses stories version Twitter qui sont arrivées relativement récemment sur la plateforme. Et puis, on parlera d'un nouveau service payant que Twitter va proposer pour vous avertir des dernières news locales en termes de temps et potentiellement de catastrophes, d'événements météorologiques importants. Voilà. J'avais un petit peu du mal à trouver mon mot. Et puis on prendra des nouvelles du développement et du lancement, surtout des abonnements sur Apple Podcast, qui étaient prévus actuellement. Et en fait, ça a été un petit peu décalé. Ils ont rencontré des petites difficultés. On en parlera justement, on fera le point là-dessus, mais ça ne devrait plus tarder. Donc pour les impatients.
Et puis on terminera tranquillement avec je crois une semaine presque, parce que je crois que c'est mardi prochain, la WWDC, vous savez, la keynote à destination de la communauté de développement d'iOS, la fameuse keynote Apple va arriver et donc est prévue la semaine prochaine. Et donc à cette occasion, il y a un article assez sympa de 9 to 5 Mac qui revient un petit peu en arrière sur l'historique des différentes WWDC et qui partage les plus mémorables. Donc ça sera intéressant de voyager dans le temps en votre compagnie ce matin. Voilà pour le programme. Un grand merci Lulucle pour ton abonnement. Un grand merci à toi. D'ailleurs, je vois pas les petits abonnements. Ah ouais, si, ils ont changé de place, les petits abonnements. Je vais les remettre à leur emplacement. Ah, hop, excusez-moi. Je paramètre mon interface Twitch pour vous mieux voir vos commentaires. Voilà, donc tout est dans l'ordre. Voilà, un grand merci à Lulucle pour ton abonnement. Voilà en tout cas pour c'est lundi. Merci de m'avoir corrigé dans la chatroom. La WWDC, c'est lundi. J'avais un jour de décalage. C'est quoi mon micro? Mon micro, c'est un Wave 3. Je suis pas capable de dire la marque parce que pour le coup, c'est pas un produit, ils mettent la marque très en avant, mais le nom du produit, c'est Wave 3. Voilà. Je vous propose sans plus tarder, donc c'est Elgato la marque. Merci, vous êtes incollable dans la chatroom en fait. C'est Elgato Wave 3. Merci dans la chatroom, vous êtes trop fort. Je vous propose de commencer tout de suite avec le Kawa. Alors on commence avec la première news ce matin et on va prendre des nouvelles de Venmo. Donc comme je vous disais, Venmo c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est pas disponible en France, et ben Venmo c'est une application de paiement. Voilà, donc ça se passe sur votre mobile, votre smartphone. C'est une application qui appartient à PayPal, hein, PayPal qu'on connaît quand même très bien. Justement, pourquoi on en parle? Parce que Venmo était une application assez ou grandement critiqué, hein, on va dire les mots, grandement critiqué pour ses pratiques en termes de vie privée et de protection des données des utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe? Notamment, il y a eu notamment un petit bad buzz grâce à BuzzFeed, hein, d'ailleurs, qui avait partagé la news et qui avait récupéré ou en tout cas accédé au compte, enfin pas accédé, mais avait pu trouver le compte Venmo du président Joe Biden, du président des États-Unis, hein, évidemment, plutôt ce mois-ci, parce que tout simplement, pour utiliser Venmo, vous avez besoin de partager votre carnet de contacts pour pouvoir envoyer de l'argent à vos amis ou en tout cas à vos contacts. C'est tout le principe de l'application. Le seul problème, c'est qu'en fait, le carnet de contacts n'est pas... vous pouviez pas le protéger, donc il était public. Et donc en gros, si vous étiez un ami d'un ami, etc., vous pouviez naviguer d'une personne à l'autre et de voir les listes de contacts de chacun. Ce qui était, d'un point de vue de vie privée, vraiment, mais vraiment pas une bonne pratique. Donc voilà, donc c'est justement, ils avaient partagé comment ils avaient pu trouver le compte Venmo du président. Du coup, en tout cas, Venmo a réagi relativement rapidement, puisque désormais, vous avez une fonctionnalité dans l'application qui vous permet de choisir maintenant, voilà, le niveau de sécurité de votre liste d'amis. Donc je peux vous le montrer justement. Vous allez avoir 4 réglages disponibles. Donc là, voilà, je vous montre le screenshot, mais c'est pas forcément super visible, donc je vais vous le détailler, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un screenshot qui a été partagé par Jen Manchung Wang, voilà, qui est connu, hein, pour expérimenter, qui est un ingénieur, qui est une ingénieure, voilà, qui souvent communique sur des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, voilà, notamment chez Facebook et Twitter, et donc là elle s'attaque à Venmo, et donc là ce qu'on peut voir en termes de contrôle, c'est que pour votre liste d'amis, vous allez pouvoir définir qu'elle soit
publique. Voilà, donc elle sera accessible à n'importe quel utilisateur Venmo qui est connecté. Donc c'était le réglage qu'on avait jusqu'ici, hein, vous n'aviez pas le choix. Maintenant, vous allez pouvoir le changer à restreindre l'accès à votre liste de contacts à uniquement vos amis, donc uniquement vos amis auront accès à votre liste de contacts, etc. Ou tout simplement de restreindre votre liste d'amis uniquement à vous. Donc elle est privée, personne d'autre que vous n'y avez accès, et donc ça vous permet quand même de pouvoir envoyer de l'argent à vos amis, mais personne dans vos contacts Venmo ne pourra voir qui sont les autres amis que vous avez dans votre liste de contacts. Un autre réglage intéressant, encore une fois, que vous pouvez désormais activer, c'est de demander à ne pas apparaître dans les listes de vos amis. Voilà, pour pas que les autres puissent vous voir en fonction et pouvoir avoir un contrôle par vous-même de votre présence ou pas partagée dans ces listes. Alors là, je trouve que vraiment ça bouge dans la bonne direction hein, d'un point de vue vie privée. C'est pas complètement bulletproof, on va dire. En tout cas, ils ont agi rapidement en termes de récupérer la décision des utilisateurs, ou en tout cas donner l'option aux utilisateurs de choisir quel était le niveau de privacy qu'ils souhaitaient appliqué sur leur compte, mais c'est pas encore complètement appliqué, c'est-à-dire que certes vous pouvez sélectionner votre choix, mais c'est pas encore appliqué dans les listes des autres en termes de réglage de vie privée. Voilà, et je pense que c'est logique, ils ont essayé d'agir très très rapidement et donc de montrer qu'ils allaient dans la bonne direction, et ensuite ils vont travailler en effet à prendre en compte le choix de l'utilisateur et l'appliquer partout sur le produit. Donc ils l'ont fait un petit peu en 2 temps a priori, parce qu'en effet dans l'article BuzzFeed là, ils disent que même après avoir mis ma liste d'amis en privé, sur un autre compte, je pouvais quand même y avoir accès. Donc je pense qu'ils l'ont fait progressivement. Voilà en tout cas la petite news concernant Venmo. Alors c'est pas le seul point où Venmo a été critiqué en termes de vie privée, mais en tout cas c'est le premier où il y a eu un gros bad buzz et sur lequel ils ont agi. Donc à voir si ça va initier un changement et un meilleur respect en tout cas de la vie privée dans le futur. C'est pas dit, mais en tout cas là ils en ont pris compte. Ce qui serait intéressant, c'est potentiellement changer le réglage par défaut au lieu de faire public par défaut. C'est de faire privé par défaut, hein, et appliquer le principe de privacy by design qui est encouragé par les gouvernements, les associations, etc., qui souhaitent voilà, penser membres utilisateurs en premier. Hein. Je fais contrôler mes amis par la CNIL maintenant, nous dit Jérôme. Protégez votre vie privée, abandonnez vos amis. Il est bête. J'ai pas d'amis, pas de problème. Mais Pierre-Yves, t'as plein d'amis là. T'es avec nous, tranquille. Ce matin, ne dis pas que t'as pas d'amis. Voilà en tout cas pour la news concernant Venmo. Je vous propose d'enchaîner avec justement, on parlait de vie privée, on parlait de respect des réglages utilisateurs, et ben on va continuer sur le sujet, mais cette fois-ci d'un point de vue cookies. On va prendre un petit peu des nouvelles de nos amis les cookies, alors nos amis ou nos ennemis, hein, en fonction de comment on se place, mais les fameux cookies en Union européenne, après justement la mise en place du règlement de la RGPD, voilà, ou du GDPR, hein, General Data Protection Regulation, ou le règlement général des protections des données, voilà, de la protection des données. Donc c'était une loi qui est passée donc il y a 3 ans, ou en tout cas un règlement qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans. On va pouvoir prendre un petit peu des nouvelles, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça a fait, comment ça a impacté un petit peu nos usages sur Internet, et le constat. Il n'est pas tout rose. Je pense que vous allez pas être surpris par cette information. C'est un article de TechCrunch, mais c'est intéressant de voir comment justement les États-Unis, ou en tout cas les Américains, voient cette perspective sur ce qui se passe en Europe. Et donc justement, ce qui se passe, c'est que la plupart des sites ne respectent pas le règlement de la protection des données. Donc c'est assez le règlement général de la protection des données. Donc c'est assez problématique. En fait, tout simplement, il n'y a pas de moyen facile de rejeter tous les cookies qui ne sont pas essentiels au site internet. Pire que ça, il y en a certains qui vont utiliser de techniques qui vont mener les gens à accepter les cookies sans en être conscients. Donc
utiliser des techniques de manipulation, entre guillemets, non pas entre guillemets, de manipulation on va le dire, hein, voilà, et donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu problématique, la plupart des sites internet ne respectent pas en tout cas le règlement, et ils offrent un choix qui est biaisé, puisque vous allez mettre souvent plus en avant le bouton accepter les cookies ou plus facilement l'accès de accepter tous les cookies versus de pouvoir rejeter facilement tous les cookies qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du produit. Alors évidemment, il y a déjà eu des amendes qui ont été communiquées, notamment ça a frappé du côté de Google et Amazon en France, mais pour d'autres sites européens, pour l'instant, ça reste très très soft. En effet, voilà, il y avait une approche plutôt progressive et d'avertissement. Maintenant, après 3 ans, ça y est, ils vont commencer à sévir. Donc ça va être intéressant à suivre. Merci Gecko Splinter pour ton abonnement Prime. Un grand merci à toi pour ton soutien. Donc voilà, comment ça va sévir notamment? On a le groupe européen de privacy qui s'appelle NOIB. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. N-O-Y-B. NOIB. Je ne connaissais pas moi. Donc voilà. Ils sont en train de lancer justement une campagne de nettoyage justement pour tous les services sites qui ne respectent pas justement le RGPD. Donc ils ont un plan de justement, ou en tout cas un objectif de diffuser ou de publier 10 000 plaintes pour viser en tout cas les services ou les sites internet qui ne respectent pas le RGPD durant cette année 2021. Alors ils ont déjà commencé, ils ont déjà publié 560 plaintes contre certains sites qui ne respectaient pas du coup le règlement, des sites qui sont gros, petits et qui sont localisés à travers toute l'Europe. On a notamment 33 pays qui sont couverts là dans ce groupe de 560 premières plaintes, et on a à la fois des grosses sociétés, encore une fois, type Google, Twitter, ou même des pages locales qui ont quand même un nombre de visiteurs qui fait que c'est intéressant de s'attarder à faire une plainte aussi. Il y a ça aussi, en fonction de la taille, on va peut-être pas regarder le blog de machin truc qui est visité par 100 utilisateurs par mois. Et quand on y pense, les cookies, si les cookies s'appelaient plus clairement tracker, on les accepterait moins. C'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, parce que justement, moi je vois pas mal de sites, et je crois même que moi je l'utilise sur mon blog perso, donc il va falloir que je mette à jour, mais il y a plein de sites qui font des petites blagues en faisant l'association cookie gâteau, etc. Ils disent que ça aussi c'est une pratique de manipulation. Je pense qu'en effet c'est quand on y réfléchit, c'est une manière de tourner l'information pour rassurer et enlever le côté stressant de qu'est-ce que ça représente les cookies et qu'est-ce que c'est factuellement, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a plusieurs types d'abus, de pratiques qui sont faites. Ils en ont repéré 15 les plus communes, notamment donc pas d'accès simple à un bouton rejeté sur la page initiale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait notamment un code couleur des boutons accepter, rejeter qui était un peu confus et donc qui pouvait potentiellement mener à faire un choix par erreur en tout cas. Aussi le fait de déguiser les cookies dans un intérêt légitime soi-disant, alors qu'en fait c'est pas un intérêt légitime. Enfin voilà, il y a pas mal de moyens pour tromper entre guillemets les utilisateurs qui sont malheureusement mis en place actuellement. Alors ce qui va se passer, c'est que donc ce groupe européen de privacy va d'abord avertir en tout cas les personnes qui ne respectent pas le règlement de la protection des données. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont développé une technologie qui va automatiquement détecter quand un site ne respecte pas le règlement. Donc voilà, ils vont explorer, ils ont développé un outil qui permet d'explorer automatiquement le flow, l'expérience en tout cas, d'accepter ou de rejeter les cookies et de vérifier si en effet il y a tout ce qu'il faut. Et donc ça, c'est assez intéressant d'automatiser, surtout quand on sait que la majorité finalement ne respecte pas le règlement des données, de la protection des données, donc c'est intéressant de pouvoir automatiser ça.
Oui, alors on a en termes d'exemple, on a, pas d'option de rejet, sur le premier niveau. On a le choix qui est précoché, donc ça évidemment c'est, interdit. On a un lien au lieu d'un bouton pour rejeter. On a aussi un contraste de boutons qui mène à une confusion. On a une couleur de bouton qui mène à une confusion. Le bouton, cookie est déguisé derrière un intérêt légitime, ce que je vous disais. On utilise le principe not essential, ou en tout cas on n'utilise pas le principe not essential. Là j'essaie de faire des hypothèses sur les noms de labels des pires infractions entre guillemets des sites. Et aussi la dernière qui est remontée et qui fait partie de la grande majorité des sites internet, c'est qu'il n'est pas facile de retirer son consentement. Voilà, donc ça 90% sont impactés par ce point-là. Donc assez intéressant à voir un petit peu ce qui va se passer dans les temps à venir. Une autre chose qui est intéressante par rapport à ce groupe Noib concernant justement la privacy et les cookies, c'est qu'ils sont en train de développer une technologie qui va permettre à l'utilisateur de faire son choix, pas sur tous les sites, mais par exemple de le faire directement dans le navigateur. Comment ça se passerait? Tout simplement sous la forme potentielle d'une extension de navigateur. Alors pour l'instant, rien n'est confirmé, on fait des hypothèses, TechCrunch fait des hypothèses qu'ils partagent dans leurs articles, mais entre guillemets, ils diraient, pour faciliter en tout cas la vie en deux mots, la vie des utilisateurs, ça serait potentiellement faire son choix de paramétrage de cookies, d'acceptation des cookies à l'échelle du navigateur et pas à l'échelle du site internet, et comme ça serait pris en compte automatiquement sur tous les sites, et on n'aurait plus ces bannières de cookies qui vous empêchent de naviguer avant chaque site. Je sais pas, enfin, voilà, moi je sais que ça me fatigue, quoi. Balance ton cookie, j'aime beaucoup Camille. Prévenir avant de sanctionner, c'est top pour les contrevenants. Par exemple, Adopi, c'est génial, ils te préviennent avant de te sanctionner pour être certain que tu ne te fasses pas sanctionner. J'adore. En fait, Hibou, le principe, en fait, c'est exactement la même question qu'il faut que tu te poses quand tu prévois des sanctions et quand tu prévois de faire un retour à un collègue. C'est quoi le résultat que tu veux? Est-ce que le résultat, c'est de sanctionner et de facturer, entre guillemets, les sites? Ou est-ce que ton résultat, c'est de faire changer les comportements? Et en fait, voilà, tu vas pas appliquer les mêmes techniques en fonction de l'objectif que tu veux viser. Si tu veux que ton collègue change son habitude ou ses habitudes, ou que vous collaboriez mieux, l'idée c'est pas de dire en fait t'es nul quand tu fais ça. En fait c'est de dire ça m'aiderait plus si on travaillait de cette manière pour telle et telle raison. Là tu lui donnes tous les outils pour comprendre comment mieux travailler ensemble et pourquoi c'est important de ton point de vue. Et là, il peut évidemment changer, mais ça engage une discussion constructive. Alors que dire non, c'est nul ce que tu fais, ça n'aide pas. Là, c'est la même manière. Au lieu de sanctionner en premier, on va permettre au site de mieux savoir comment mettre en place un bon système de cookies et de collecte de consentement et les prévenir pour faire changer les mentalités. Un grand merci Olive40, 7e mois d'abonnement, chapeau. Un grand merci à toi. Enfin voilà, donc la chose intéressante, peut-être qu'on aura plus d'informations dans les semaines à venir sur justement l'usage d'une extension navigateur pour paramétrer ses cookies. On verra. Voilà en tout cas pour le petit point RGPD et consentement cookie fait par TechCrunch. Je vous propose d'enchaîner par une nouvelle cyberattaque qui a sévi en Australie et aux États-Unis en ce début de semaine. Ça s'est déroulé lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a eu une nouvelle attaque de ransomware. Alors, qu'est-ce que c'est un ransomware? Pour rappel, d'ailleurs, c'est tout simplement un logiciel qui va chiffrer les fichiers et qui va demander un paiement pour donner la clé afin de déchiffrer les fichiers. Donc, en gros, on prend en otage, en tout cas, une société, un service
voilà la cible que vous avez en tête, vous les prenez en otage parce que vous allez bloquer l'accès à leurs fichiers, leurs données et leurs outils en chiffrant justement leur accès et leur demander de payer une rançon, c'est pour ça qu'on appelle ça ransomware, de payer une rançon pour obtenir la clé pour déchiffrer. Donc évidemment, il n'y a jamais aucune garantie sur le fait que on vous donne la clé. Cependant, comme c'est un vrai business, voilà, eh ben, en fait, ils ont quand même tout intérêt à délivrer leur promesse de donner la clé quand vous payez. Mais voilà. Donc voilà le principe de ransomware. Qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement en ce lundi? Eh bien, tout simplement, il y a eu un ransomware qui a visé une société, un des plus gros producteurs de viande en Amérique du Nord et en Australie. A priori, ça serait initié en tout cas par une organisation liée à la Russie. Ça s'est communiqué a priori par la Maison Blanche, ça a été communiqué mardi dernier avec la suite à des échanges avec justement la société visée JBS. Donc JBS est un des premiers producteurs en tout cas de viande et d'abattage de bétail, voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû carrément stopper toutes leurs opérations et tous les abattages de bétail en attendant de pouvoir fallback sur de pouvoir utiliser et mettre en place les systèmes de backup, de sauvegarde. Donc en gros, le point positif là pour JBS, c'est que leurs systèmes de sauvegarde n'ont pas été compromis, donc ils vont pouvoir les utiliser et reprendre la production la production relativement rapidement. Ils disent qu'a priori les opérations seront revenues voilà, en grande majorité à la normale ce mercredi. Ce qui est intéressant, c'est que cette cyberattaque, voilà, elle suit juste après ce qui s'est passé le mois dernier, hein, quand justement un groupe lié à la Russie, encore une fois, avait attaqué Colonial Pipeline, la plus grande pipeline aux États-Unis de livraison de carburant et d'approvisionnement de carburant aux États-Unis. Et donc ça avait impacté la livraison de carburant dans le sud-est des États-Unis. Voilà, lors de cette attaque. Enfin, moi je me rappelle, on avait vu aux infos, ils avaient parlé de ça, etc. Et il y avait eu même des mesures du gouvernement pour alléger les contraintes et de permettre à des poids lourds de circuler en pleine journée pour s'assurer d'un approvisionnement en carburant suffisant pour que le pays continue à fonctionner, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce genre d'attaque devient de plus en plus commune. Alors c'est pas encore une fois une surprise, hein. On a entendu aussi beaucoup d'attaques qui visaient des hôpitaux, des systèmes de santé durant la pandémie à partir de mars 2020. Et ben là on sent que maintenant les groupes visent vraiment les points stratégiques sur lesquels un pays se repose. Donc on a évidemment le carburant, on a évidemment l'approvisionnement en nourriture, ce qui a donné d'ailleurs des frayeurs au marché, hein, en termes de prix et notamment de l'exportation, notamment en Chine, etc. Donc voilà, il y a eu pas mal de répercussions, plus de peur que de mal, parce que là, a priori, les systèmes de backup ou de sauvegarde étaient sécurisés, mais voilà, mine de rien, c'est quand même, on sent que la tension et la pression augmentent en termes de guerre ou de défense contre les cyberattaques. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Les hackers étaient discrets, ils s'étaient cachés. Ah, je sais pas pourquoi je continue à lire les commentaires de Jérôme dans la chatroom là. Je pense qu'il est en forme là ce matin. Il a son popcorn en train de regarder le mug pour nous partager ces jeux de mots. Mais bon, c'est mignon, c'est mignon. Les hackers étaient discrets, ils s'étaient cachés, c'est très très mignon. Il n'y a plus de burgers au McDo, donc. Les vegans vont être heureux. Ah, ça y est, on démarre dans le... Ah, grand succès du jeu de mots de Jérôme, là, je vois. Jérôme s'échauffe pour le Twitch achat. Ouais, non, c'est vrai. Il faut qu'il s'entraîne un peu, là.
En tout cas, voilà pour la cyberattaque. Plus de peur que de mal, mais mine de rien, on sent que la pression augmente en termes de défense, justement, contre ces types d'attaques. On enchaîne sur un sujet plus léger et on va prendre des nouvelles du côté de Twitter. Twitter a encore toujours plein de petites nouvelles, de petites news, de nouvelles fonctionnalités, de mise à jour du produit, etc. Donc c'est intéressant à voir s'ils vont se calmer à un moment donné, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois notre ami Jen Manchong Wang, vous savez, cet ingénieur qui est spécialisé justement pour identifier des nouvelles fonctionnalités en regardant le code des applications. Et ben voilà, elle avait vu notamment chez Venmo, et ben là cette fois-ci c'est chez Twitter. Elle avait notamment vu que Twitter est en train de travailler sur des réactions. Les réactions, c'est ce que vous pouvez voir notamment chez Facebook avec ces petits emojis animés, hein, d'ailleurs maintenant, les petits emojis animés qui vous permettent en un clic de réagir à un post. C'est pour ça que ça s'appelle des réactions. Et donc là, elle dit que a priori, Twitter sera en train de travailler sur justement un groupe de réactions, notamment cheer, sad, donc triste. Donc cheer, c'est célébrer, enfin voilà. C'est pensif, on va dire ça comme ça. Sad, c'est triste. Aha, c'est rigoler, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Est-ce qu'on a un petit... Non, on n'a pas de capture. Mais il serait en train de travailler là-dessus pour le mettre à disposition en dessous des posts. C'est bizarre, je croyais que j'avais pourtant une capture. Je vais juste vérifier et ouvrir l'article sur un navigateur standard pour voir si j'avais pas justement une petite image à vous partager. Voilà, j'avais bien une petite image, je me disais quand même. Voilà en tout cas la petite image qu'elle vous a partagée sur Twitter. Voilà. Donc là, vous avez en gros tous les types de réactions. Vous avez le like, vous avez le cheer, qui est un petit cœur. Vous avez le qui est le pensif. Vous avez le sad, qui a encore un cœur en emoji, mais c'est parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Et vous avez le AA avec le petit emoji qui rigole. Donc voilà, les emojis sont pas finaux, évidemment, ils sont en train de travailler dessus, mais voilà en tout cas à quoi ça pourrait ressembler pour cette nouvelle, en tout cas, fonctionnalité. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais en tout cas, c'est assez logique hein, que Twitter soit en train de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que ces réactions permettent de réagir et d'interagir, en tout cas, avec la plateforme Twitter de manière plus facile. Et donc, du coup, ça permet potentiellement un meilleur engagement sur le produit, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'émoji rageux. Je pense qu'en fait, la problématique de ces plateformes sociales, c'est d'encourager un discours bienveillant, positif. Ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, de ne pas donner la possibilité de mettre des emojis rageux, ça permet potentiellement de limiter justement cet aspect-là. Encourager le bienveillant sur Twitter, je vois que ça fait réfléchir Night Saris, qui nous met 3 petits points. Je dis pas qu'ils réussissent, mais en tout cas, quand tu donnes les outils pour harceler les gens, ça va retomber sur Twitter. Donc une solution, c'est de ne pas leur donner les outils. Donc pas d'emoji rageux. Voilà. Voilà en tout cas pour cette première annonce. Mais l'autre annonce, parce que c'est pas tout ce matin, c'est notamment Twitter hein, qui accélère notamment sur la monétisation de Twitter, hein, tout simplement. Et comment ils vont le faire? Ça en faisant venir les publicitaires sur leurs flits. Donc les flits, c'est le format story de Twitter. Hein. Donc vous voyez, vous avez les petits avatars ronds que vous pouvez voir en haut de votre feed Twitter depuis quelques temps. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès justement aux flits sur Twitter. Donc c'est vraiment copier-coller hein, sur les stories Instagram qui étaient déjà copier-coller d'autres types de stories. On en a déjà parlé il y a quelques années maintenant. Mais voilà, a priori, les flits en tout cas sont un succès puisqu'ils ont été lancés en novembre dernier. A priori, l'usage est tel que Twitter souhaite continuer à investir là-dessus pour justement avoir
tribune de monétisation et de publicité plutôt pertinente. Moi, je trouve en tout cas que le format publicitaire intercalé entre les stories sur Instagram fonctionne particulièrement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom. Est-ce que vous regardez les stories sur Instagram ou sur Twitter? Et est-ce que le format publicité qui s'intercale entre les stories que vous regardez vous ennuie, ou finalement c'est pas trop, vous le vivez pas trop mal? Voilà, c'est ça la question. Parce que le problème avec Twitter, c'est qu'en fait, les tweets, c'est très facile à ignorer. Vous êtes moins concentré dessus parce que vous avez plusieurs tweets visibles. Donc, les tweets sponsorisés ont un peu moins d'impact sur les utilisateurs. Alors que quand vous êtes sur une fleet, bah, vous avez en plein écran une potentielle animation, un lien, etc. beaucoup plus visible. Vous avez beaucoup plus d'attention de l'utilisateur. Donc, moi, en tout cas, je trouve ça tout à fait logique, pas du tout surprenant, en tout cas, que Twitter investisse sur ce format publicitaire sur Fleets. J'utilise pas les stories Twitter, moi non plus. La plupart du temps, je passe les stories pubs, c'est rare que je regarde, mais ça arrive. Ouais, moi aussi, ça m'arrive de passer, mais ça m'arrive aussi, en fait, de juste regarder. Lord nous dit que Lord Azulac nous dit qu'il passe aussi les pubs sur Instagram. Oui, sur Insta, la pub n'est pas trop polluante. Ouais, je trouve vraiment qu'ils ont bien réussi là-dessus. C'est vraiment pas facile. Pour avoir bossé pour Dailymotion sur des formats publicitaires, je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. C'est pas trop invasif. Et avec le ciblage, ça peut même intéresser parfois. Oui, c'est vrai, tout à fait. Moi, c'est les pubs sur YouTube qui me rendent fou, ouais. Voilà, ouais, vous voyez, vous êtes un peu plus souple, en tout cas, sur les formats pub dans les stories Instagram. C'est ça qui est très, très intéressant. Surtout sur votre population, où vous êtes très prompt à réagir très vite contre la pub. Donc, c'est très intéressant. Et donc, voilà, donc le format publicitaire, en tout cas, chez Twitter, va supporter des vidéos en 9:16. Le format du coup full screen. Les vidéos pourront durer jusqu'à 30 secondes. Les marques pourront évidemment bénéficier du système de swipe up pour avoir un lien, un call to action, etc., un bouton, une action pour inviter l'utilisateur à interagir avec la pub. Et les marques pourront accéder à des données et des statistiques classiques, notamment les impressions, le nombre de visites de profil, le nombre de clics, les visites de sites internet et d'autres types d'informations. Donc voilà, assez standard en tout cas comme outil. Pour rappel d'ailleurs, Instagram avait sorti ses stories, les publicités dans les stories en 2017 et ils ont notamment commencé à mettre des ads également dans leur clone TikTok Reels le mois dernier. Donc là, vous voyez, on est vraiment en tout cas dans cette mouvance-là, quoi. Un nouveau rapport à la publicité, quoi. Call to action, sollicitation à l'achat. Non, Boris Darkroom, ce n'est pas la définition d'un call to action. Un call to action, c'est engager l'utilisateur à prendre une action. Après, ça peut être un achat, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un achat, une souscription, ça peut être une visite, ça peut être visiter pour avoir plus d'informations. Donc c'est vraiment le nom, call to action, appeler à prendre une action. Et souvent, sur les sites commerciaux, en effet, c'est acheter. Mais c'est pas systématique, ce n'est pas la même définition. Voilà. Et donc, l'autre fonctionnalité que je voulais vous mentionner, c'est notamment le lancement d'un nouveau service payant sur Twitter. Donc ça, c'est intéressant. Twitter va lancer va lancer le service Tomorrow. Donc voilà, le service en lui-même s'appelle Tomorrow. Dans 15 villes d'Amérique du Nord et en République dominicaine. Et qu'est-ce que c'est le principe de ce service-là ? Tout simplement, c'est le principe d'avoir
un journaliste de climat, Eric Holtos, et 18 autres météorologistes locaux qui vont définir et produire une variété de contenus gratuits et payants pour pouvoir suivre tout simplement l'actualité météorologique et l'actualité climatique et avoir plus d'informations. C'est un enjeu qui devient de plus en plus important, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue alerte météorologique, etc. Et donc, ça pourrait potentiellement intéresser des gens. Après, le service est proposé quand même à un prix de 10$ par mois en termes d'abonnement. Vous aurez quand même accès à certaines choses gratuitement. C'est pas très clair à quoi vous aurez accès gratuitement et c'est pas très clair qu'est-ce qu'il y aura en termes payant. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce qui est certain, ce qui sera inclus dans la formule payante, c'est que vous aurez la possibilité de poser des questions à ces experts et d'avoir une réponse garantie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Comme démarche, c'est assez nouveau, mais voilà. Et on sent en effet que Twitter essaye de trouver d'autres manières de réduire un petit peu sa dépendance sur le format gratuit avec publicité pour pouvoir proposer des alternatives en tout cas. Et ne pas pénaliser le produit en mettant trop de publicité potentiellement. La chaîne météo est très bien. Ouais, mais là, en fait, ils sont partis du constat, et je trouve que c'est vrai, c'est que quand il y a une alerte, ou en tout cas un événement météorologique fort, on a tendance à suivre en temps réel ce qui se passe sur Twitter. Mais c'est vrai pour n'importe quel type d'événement. Tout ce qui est à suivre en temps réel, on a tendance à se retrouver sur Twitter. Et c'est la force de Twitter, c'est de vous donner toutes les dernières infos en temps réel. Rappelez-vous les attentats, notamment. On pouvait suivre ce qui se passait. Malheureusement, des fois, il y avait trop d'informations de communiquer. Ça, c'est un autre sujet, un autre problème. Mais on était pendu à Twitter pour suivre minute après minute ce qui se passait. Et donc, ils sont partis de ce constat pour dire, OK, les gens ont l'air intéressés par ça. Comment on peut proposer un service qui est à la fois utile, informatif et de qualité? Et donc, c'est pouvoir aider les gens à suivre les dernières infos météorologiques, surtout lors d'événements importants, à s'assurer qu'on a des professionnels et des experts sur le sujet, et permettre du coup de poser des questions à ces mêmes experts. Donc je trouve ça assez intéressant comme démarche. On peut ou pas ne pas être intéressé. Moi par exemple, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement, mais en tout cas je trouve l'idée et le concept intéressant en général. À voir s'ils vont potentiellement le dupliquer pour d'autres types d'événements en temps réel. À voir. Est-ce qu'il y a un équivalent de service payant sur Facebook? J'ai pas l'impression qu'un réseau social ait déjà fait cela. Talkaft, c'est une bonne question. Il n'y a pas ça sur Facebook, parce que Facebook, la force de Facebook, c'est pas le temps réel. Et donc, à ma connaissance, je peux tout à fait me tromper, mais à ma connaissance, il me semble pas qu'il y ait de services comme ça existant sur Facebook. On nous recommande AccuWeather, nous dit Electribe45. C'est très bien aussi. Polychrome, c'est discriminatoire, non, dans certains cas. C'est-à-dire, ça m'intéresse ton commentaire, si tu peux détailler. On parle d'information temps réel à la seconde près, pas de prévision météo pour les 24 heures qui viennent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà en tout cas pour l'autre information. Merci beaucoup au Magic Monkey. Magic Monkey, en fait ton pseudo c'est Magic Monkey, mais t'as mis des petits O pour mettre en avant ton pseudo. Un grand merci pour ton 5e mois d'abonnement. Pour la météo, pile ou face marche pas mal. Oui, non, pas toujours quand même. Hein. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? De quoi va-t-on parler? On va faire une petite update, on va prendre des nouvelles de la sortie de l'abonnement podcast chez Apple. Et oui, on en a parlé lors de la dernière annonce Apple, lors du dernier événement Apple, où ils avaient fait quand même un gros focus sur l'application podcast avec une nouvelle interface, l'arrivée d'abonnements possibles sur podcast pour monétiser, pour que les créateurs puissent monétiser leur contenu. Donc moi j'avais trouvé ça particulièrement intéressant, mais ils ont rencontré quelques petites difficultés, donc ils sont en train de repousser justement le lancement de l'appli, pas l'appli mais des
des abonnements podcast au mois de juin, un peu plus tard en juin. Ça a été annoncé justement dans un email envoyé vendredi dernier aux créateurs. Et du coup, voilà, pour rappel, l'abonnement podcast va permettre aux utilisateurs de vous abonner du coup au podcast et de bénéficier donc de perks, d'avantages particuliers par rapport à ceux qui ne se sont pas abonnés, notamment des épisodes sans encart publicitaire. Vous aurez potentiellement un accès en avant-première à certains épisodes, etc. Ils avaient annoncé du coup en avril dernier qu'ils allaient lancer justement ce système d'abonnement à travers 170 pays, donc c'est assez massif quand même comme sortie. Mais voilà, ils ont dû décaler justement la sortie parce qu'ils ont rencontré donc des difficultés. Ces difficultés, c'est potentiellement les créateurs qui se sont plaints comme quoi ils n'arrivaient pas à se connecter justement au service Apple Podcast Connect, au fameux portail. Et ils avaient vu également un délai dans la disponibilité des épisodes, des derniers épisodes. Donc voilà, il y a eu pas mal de petites difficultés. Je crois même que Patrick, du Rendez-vous Tech, avait été victime justement de ce genre de difficultés. J'avais vu des petits tweets passer, donc ça peut être lié à ça aussi. Voilà, en tout cas, ça va arriver prochainement. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Des abonnements podcast comme les abonnements Twitch. Je pense pas que ce soit... Enfin, voilà, c'est le principe d'abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, tu payes une certaine somme pour pouvoir avoir des avantages. Après, donc en gros, c'est le principe d'abonnement, en effet, similaire à Twitch, etc. Après, la définition de l'expérience Twitch et la définition de l'expérience podcast, c'est pas tout à fait la même. Donc, du coup, ça peut se traduire de manière différente. À voir. Naotech est sur Apple Podcast, j'ai vu. Oui, tout à fait. Du coup, c'était Apple Podcast Disconnect au lieu d'Apple Podcast Connect. Joli, joli, joli. Est-ce que cette formule premium oblige à l'exclusivité sur la plateforme ? Non, Baron Marutan, c'est un choix des créateurs. C'est un choix des créateurs de dire quels sont les épisodes qui sont accessibles, pas accessibles, ou ils sont en early access pendant un certain temps. Donc tu vois, la définition d'exclusivité, elle peut varier. Donc je crois que tu as pas mal de choix possibles pour paramétrer comment tu veux gérer ta stratégie de diffusion de contenu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà en tout cas pour les ActuTech. Voilà, c'est fini pour les ActuTech. On va passer à la tartine, mais juste avant de passer à la tartine, quand même, on va mentionner nos sponsors. Notre sponsor que vous voyez là, tout en haut à droite de l'écran, c'est ExpressVPN. Donc voilà, si vous avez envie de renforcer votre vie privée, on a parlé vie privée ce matin en introduction du mug, et ben un VPN est un bon moyen de le faire de manière sécurisée, privée, sans pénaliser votre rapidité de connexion, parce que c'est souvent le point négatif avec les VPN, c'est que la connexion est pas top, ça impacte quand même votre vitesse. Bah là, avec ExpressVPN, c'est particulièrement efficace. En plus, ils ont des serveurs à peu près partout dans le monde, donc vous pouvez choisir vraiment par où vous souhaitez passer, donc c'est pas mal. Si vous souhaitez tester, en tout cas, vous pouvez prendre un abonnement, vous avez 3 mois gratuits lorsque vous prenez un abonnement, et puis si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez être remboursé sous 30 jours. Voilà, donc si vous avez envie de tester, ExpressVPN, c'est une bonne opportunité. Vous avez le petit lien d'affiliation si vous souhaitez tester. Merci Samuel de l'avoir partagé dans la chatroom. Et puis sinon, on remercie également notre second sponsor qui est Pritel. Un grand merci à eux. Voilà, je vous propose tout de suite d'enchaîner tranquillement avec la tartine. Et voilà, je voulais prendre le temps ce matin de discuter un petit peu WWDC. D'ailleurs, j'en ai profité pour vous mettre le flag en hashtag dans le titre de l'émission pour que vous voyez sur Twitter à quoi ça ressemble. Vous avez le fameux petit emoji WWDC 21 ou 21 qui est disponible avec la petite bulle et le petit pouce. Voilà, donc vous pouvez voir que maintenant, quand vous mettez le hashtag sur Twitter, vous avez le petit emoji qui est ajouté automatiquement à
côté. Et ben voilà, à une semaine, un peu moins d'une semaine de la WWDC 2021, puisqu'elle a lieu lundi, comme la chatroom me l'a rappelé ce matin, voilà, c'était c'était le moment de faire le point un petit peu sur les WWDC mémorables. Je trouve qu'il y a un article assez sympa de 9 to 5 Mac, où voilà, il partage un petit peu quelles ont été les années phares en termes de WWDC, quelles ont été les étapes importantes pour l'environnement iOS, macOS, etc. Donc hyper intéressant. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Vous pouvez trouver évidemment l'article dans le Flipboard Nowtech, comme ça vous pouvez le consulter vous-même. Mais ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que Apple a pris l'habitude de réunir sa communauté d'ingénieurs, ou la communauté qui se réunit autour de l'écosystème Apple, parce que pour rappel, la WWDC, c'est évidemment un événement pour sa propre communauté, pour parler de toutes les nouveautés software principalement, et pour tisser un lien et entretenir ce lien avec les développeurs. Techniquement, la WWDC a commencé en 1990, mais la première WWDC très intéressante, c'est en 97. J'avais 10 ans. En 97, lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple, ou en tout cas, voilà, était revenu après l'acquisition de Next, en tout cas, par sa propre société par Apple. Et c'était la première fois que Steve Jobs apparaissait lui-même à la WWDC. Ce format était un peu particulier parce que, en gros, il voulait juste... D'ailleurs, il y a une citation intéressante où il disait « I wanted to come and just have a chat this morning ». Et donc, en gros, la keynote a pris la forme juste d'un échange avec les ingénieurs et Steve Jobs, où en gros il y a eu un espèce de Q&A où les ingénieurs pouvaient poser des questions et Steve Jobs répondait, et il pouvait poser des questions sur justement la stratégie d'Apple, le développement d'Apple, la vision, etc. Et Steve Jobs a répondu de manière assez proche, il voulait vraiment réintégrer ce lien avec la communauté. L'autre WWDC qui a marqué, c'était en 2002. Donc là, on fait un bond en avant. Et là, ce qui était assez intéressant... Ouais, c'est bon, c'est ça. C'était en 2002. Là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un bon exemple d'humour de Steve Jobs, puisqu'il avait orchestré la fin ou la mort, en tout cas, de macOS 9 en organisant un petit funérailles sur place à WWDC avec le cercueil visible, et il avait dit notamment « macOS 9 was a friend to us all. He worked tirelessly on our behalf, always hosting our applications, never refusing a command, always at our beck and call, except occasionally when he forgot who he was and needed to be restarted. » Donc ça, c'était assez chouette. En tout cas, comme exemple, comme quoi Apple était capable d'avoir de l'humour et de ne pas se prendre trop au sérieux. Voilà, donc c'était évidemment l'arrivée du coup de macOS 10, arrivée assez phare quand même. On avait notamment l'iPod qui avait gagné aussi le support de quelques machines sur Windows. Voilà, donc plein de choses comme ça. On fait un bond encore en avant, et cette fois-ci c'était en 2003. Qu'est-ce qui se passe en 2003 à WWDC? C'est l'arrivée donc de macOS 10 Panther, après avoir eu la première itération Jaguar. Donc là c'est macOS 10 Panther, mais surtout la première version de Xcode. Xcode, c'est l'outil qui permet de concevoir les applications, qui est encore en place aujourd'hui en 2021. Donc comme quoi, c'est pérenne quand même. Et c'était Chris Espinosa justement qui était l'employé numéro 8 à l'époque d'Apple, qui avait fait la démonstration de l'application et qui avait dit que c'était la meilleure chose justement qui avait pu être
jamais faites dans les outils pour les développeurs. Donc voilà, cet outil de développement Xcode, voilà, qui est encore très très connu aujourd'hui. Et Xcode, en effet, date de 2003. La première version date de 2003. Je ne savais pas que c'était aussi vieux moi-même, tu vois. J'ai été assez étonnée de voir ça. Oui, mais bon, la première mouture pique aux yeux maintenant. Bah oui, Docteur Valal, j'espère qu'elle pique aux yeux. J'espère que ça a changé quand même. C'est assez normal. Et puis on continue et on avance jusqu'en 2005. Qu'est-ce qui se passe en 2005? Gros changement chez Apple et rechangement, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en 2005, ça marque le tournant où justement Apple va commencer à utiliser la technologie Intel pour faire tourner et va se séparer du coup de PowerPC. Pardon, va se servir d'Intel pour justement faire supporter les applications PowerPC. Et donc il va y avoir plein d'outils justement pour aider à la transition et des outils comme Rosetta ou Universal qui ont justement été introduits, présentés pour amorcer la transition. Et moi c'est ce que j'apprécie notamment quand Apple fait des changements de technologie ou de support, c'était justement de prévoir des outils ou prévoir la transition pour aider les développeurs dans cette transition. Ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres boîtes software et hardware. Et là, chez Apple, ils le font. Et donc, c'est toujours, c'est bien pensé. Donc voilà, 2005, Apple confirme le partenariat avec Intel. Voilà, que l'on sait aujourd'hui qu'ils se sont de nouveau séparés pour certains de leurs appareils. Et puis on avance en 2007. 2007, je pense que ça doit vous rappeler quelque chose dans la chatroom pour les fans de l'iPhone. C'est évidemment la première annonce de l'iPhone, première mouture. Qui avait été grandement critiqué d'ailleurs par les développeurs à l'époque, puisque les développeurs ont vu justement une opportunité de développer leurs propres applications. C'était la première chose qu'ils voulaient faire, mais il n'y avait pas la possibilité. Et Apple leur avait dit, non mais pour construire des applications iPhone, vous pouvez le faire avec des web apps dans Safari, ce qui avait déclenché une vague de critiques envers l'iPhone et qui avait notamment donné naissance à la communauté de jailbreaking et notamment ensuite à la naissance de l'App Store qui est aujourd'hui un business model clé pour Apple. Donc hyper intéressant aussi de voir l'évolution à travers les années sur le sujet. Voilà. Dur de se dire qu'il n'y avait pas d'App Store au début, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas été, en effet, il a été présenté au Macworld de 2007, l'iPhone. Mais en tout cas, c'était en 2007. C'était les iPhone Web Apps qui ont été introduites plus précisément à WWDC. Voilà. Et puis ensuite, on a évidemment la WWDC 2008, où justement, l'année d'après, où justement l'App Store a été introduit et également l'iPhone SDK. Donc là, premier moyen pour les développeurs de distribuer leurs applications. Donc ça, c'est assez un moment phare dans la vie d'Apple. Ensuite, on a 2009, où cette fois-ci, c'est Phil Schiller qui prend le relais sur la présentation de la WWDC, puisque Steve Jobs était déjà très malade et il était en congé maladie, entre guillemets, en 2009. Donc c'est Phil Schiller qui a dû faire la présentation du coup de la WWDC. Donc c'était la 3e génération d'iPhone qui a été présentée, avec notamment l'iPhone 3GS qui a été dévoilé, avec des nouvelles fonctionnalités comme l'enregistrement vidéo, le contrôle à la voix et le
la boussole, voilà. Et il était largement plus rapide que son prédécesseur, l'iPhone 3G, et ça a été une mise à jour assez marquante dans la vie et l'histoire de l'iPhone. Et puis ensuite, ah oui, autre chose intéressante aussi en 2009. Aussi, c'était la première fois qu'Apple avait baissé le prix de son ancien modèle d'iPhone et qu'il avait gardé du coup dans sa gamme de produits l'ancien iPhone et le nouvel iPhone pour rendre l'ancien iPhone plus accessible et atteindre une nouvelle part de marché. Donc ça, c'était assez intéressant parce que c'est une stratégie qu'ils ont encore gardée aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la première année. Et puis ensuite, on bouge notamment en 2011. 2011 qui marque malheureusement la dernière année où Steve Jobs a présenté la WWDC puisqu'il est malheureusement décédé 4 mois après. Et il en a profité là pour présenter lors de sa dernière WWDC le nouveau service iCloud qui a posé un peu les bases des nouveaux services d'Apple produits dans la prochaine décennie qui a suivi. Elle se reposait toutes sur iCloud, donc ça c'était assez intéressant. Voilà en tout cas pour ça. Et puis ensuite, on bouge jusqu'en 2013. 2013, je me rappelle vraiment très très bien puisque c'était l'arrivée du coup de iOS 7 avec le redesign porté par Johnny Ive sur l'interface où on a bougé de l'interface skeuomorphique pour avoir quelque chose de plus léger où les usages justement mobiles avaient grandement évolué et on n'avait plus besoin de faire référence autant au réel pour interagir avec des interfaces tactiles et mobiles. Et donc ça a marqué vraiment un tournant vraiment majeur dans l'interface tactile et mobile qui a influencé évidemment tous les OS, pas que Apple, mais tous les OS. De la même manière que Material Design a influencé aussi de la part d'Android. J'avais le 3GS et MobileMe, ouais. Tout à fait. Voilà, donc 2013, moi je me rappelle très bien, mon petit cœur de designer avait bondi à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus oui, très intéressant. 2014 aussi. 2014, qu'est-ce qui s'est passé Et ben là, c'était la présentation d'un nouveau langage, donc majeur évidemment, c'était Swift. Présenté par Craig Federighi, notre ami à la mèche. Voilà, donc nouveau programme, nouveau langage de programmation présenté par Apple. Voilà, c'est donc du coup Swift. Ensuite, en 2015, on avait du coup l'introduction d'Apple Music. Donc ça, c'était assez intéressant. Présentation d'Apple Music, d'ailleurs, menée par justement le créateur de Beats, puisque c'était Jimmy Iovine qui a présenté Apple Music. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'on a fait le tour ensuite. Après, vous vous rappelez ce qui s'est passé. On a eu en 2019 la nouvelle version du Mac Pro, du fameux Mac Pro, après l'échec de 2013. En 2020, 2020 a marqué la première conférence à distance, évidemment. Donc ça, c'était vraiment important. On a eu Big Sur qui a démarré un nouveau redesign d'ailleurs pour le système Mac OS X. Donc ça, c'était assez intéressant. On a l'arrivée des widgets aussi, longtemps attendu sur la plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà pour le petit voyage dans le temps. Rendons à César ce qui est à César. Le premier OS grand public avec du flat, c'était Windows 8. Ou Windows 7 même, j'ai envie de dire. Non, c'était pas Windows 7, c'est Windows 8, t'as raison, ouais. Comment ça s'appelle? C'était Metro.
Metro UI, ouais. Ouais, mais c'était pas si grand public que ça, j'ai envie de te dire. Mais oui, ça a influencé, sans aucun doute. 2016 surtout, l'apparition de la quotidienne de Naotech qui révolutionne les ventes d'Apple. 2016. Waouh, ça fait mal, hein. 2016 déjà. Donc voilà en tout cas pour le petit voyage dans le temps. C'était sympa pour se remémorer un petit peu tout ce qui a pu se passer à travers cette vingtaine d'années de WWDC. Hâte de voir ce qui va être dévoilé du coup lundi. Pour rappel, lundi, on fera un after keynote, donc restez connectés, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. On vous donnera rendez-vous sur la chaîne Twitch. Je vous propose du coup de terminer tranquillement avec un petit cornfac pour répondre à vos questions. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions. Que c'est un rapport d'ailleurs avec les articles de ce matin ou pas du tout, hein. Oui, c'était le Techscope à l'époque, ouais, quand on a lancé en 2016 le mug qui s'appelait Techscope du coup. Parce qu'on était sur Periscope. Est-ce que vous avez des questions du coup là, dans la chatroom? Lundi, c'est un événement développeur. Pourquoi on parle autant du prochain MacBook 14? Parce que c'est très attendu. Voilà, ça veut pas dire. On a toujours eu des rumeurs hardware, hein, aussi. Souvenir, souvenir, ouais, tout à fait. Il y en a qui parlent des fails d'Apple avec la souris qui se met sur le dos pour se faire recharger, ouais, c'est clair. Ça, c'était un bon fail. Mais je sais pas ce que c'est MacBook 14, ouais. Je comprends pas trop. Pas de nostalgie de Periscope. Non, pas de nostalgie de Periscope. Mais c'était une première super expérience. Franchement, il y a eu une excitation autour de ça. On avait rencontré la communauté, on avait rencontré d'autres personnes qui streamaient sur Periscope. C'était une chouette énergie. Comment tu vas, Marion? Écoute, Mediboot, je dois te dire que je suis Mediboul, pardon. Je dois dire que je suis un peu fatiguée. Vous l'avez peut-être senti ce matin et c'était encore pire la semaine dernière. Un petit peu intense en ce moment, hein. On gère les travaux dans l'appart, plus le boulot la semaine. Je veux dire que c'est un petit peu intense. Mais heureusement, les beaux jours sont là, donc ça aide. Et ça fait du bien de voir du ciel bleu et de pouvoir ressortir. C'est la première fois que j'écoute le mug en audio en déplacement et c'est bien cool. Merci pour votre travail. Ben, un grand merci à toi, Marco Goreo, pour ton commentaire. Ça fait super plaisir. Ah, les prochains MacBook Pro 14 pouces. D'accord, je comprends mieux. Tu attends Apple iFi Lossless avec impatience, vu ta passion pour la musique. Je sais pas, parce qu'en fait, certes, j'ai une passion pour la musique, mais j'ai pas envie de m'équiper avec un DAC, etc., pour pouvoir profiter de ça. Et en plus, je suis quand même une grosse flemmarde. Et j'ai juste pas le temps, l'idée de transférer toutes mes playlists que j'ai pu créer au fil des années sur Spotify sur Apple Music. Euh, donc je sais pas. Je vais suivre ça de près parce qu'en fait ça va dépendre un petit peu du hardware qu'ils vont sortir, s'ils vont mettre ça avec de la compatibilité plus facile, à voir. À voir, à voir. Après, je pense que Spotify va suivre, forcément. Ils peuvent pas se permettre d'être derrière Apple là-dessus. Donc, euh, donc à voir. Là, je t'avoue que pour le service de musique, je suis bien là où je suis, quoi. J'ai pris mes petites habitudes, j'ai mes bibliothèques. C'est pas quelque chose que j'aime bouger souvent. Donc à voir. Alors je lis un petit peu vos commentaires.
Et à quand un Baldur's Gate 3 Marion? Non mais là, Dwayne, ne m'en parle pas, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, mais on attend que Baldur's Gate soit un peu plus stable pour redémarrer une partie avec Jérôme et Nicolas. Et vous streamez ça sur Twitch. Mais c'est ce qu'on se disait d'ailleurs le week-end dernier avec Jérôme, parce on a regardé Mythic Quest, la saison 2 est sortie sur Apple TV. Et en fait, on avait juste envie de jouer à Baldur's Gate, quoi. Euh, mais bon. Mais en plus, j'ai arrêté mon Shadow parce qu'ils ont doublé les prix. Donc du coup, j'ai dû arrêter mon Shadow que je gardais un peu en veille. Et là, je me suis dit quand même, passer 12 euros à 29 euros, c'est plus que doubler le prix. Donc j'étais là, c'est pas très très sérieux quand même de le garder alors que je l'utilise pas. Donc je sais pas en plus comment je vais faire pour jouer à Baldur's Gate. Donc gros problème, pas problème actuel, mais gros problème à l'avenir. De toute façon, on aurait Baldur's Gate de stable, on n'aurait pas le temps d'y jouer malheureusement, mais... Tu as déjà vu la série Netflix The Sinner? Non, j'ai pas vu celle-là, non. Non, par contre, on a fait du catch-up sur... du catch-up. Du catch-up. On a rattrapé la série La Guerre des Mondes qui est disponible sur Canal+. Voilà, série française-anglaise avec des chouettes acteurs dedans. Pas super emballé pour être honnête sur la fin de la saison 2. On a trouvé que ça faisait un peu pétard mouillé la fin de la saison 2, c'était un peu téléguidé. Mais là, on a beaucoup aimé la saison 1. Voilà. Et il y avait Daisy Edgar Jones, l'actrice que j'avais adorée dans la série que je vous ai recommandée, Normal People, que je vous ai recommandé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un des deux héros pardon, de la série. Bah, elle joue dans cette série, elle est encore très bonne actrice. C'est pas son meilleur rôle, mais elle est très bonne actrice. Mais voilà, non, j'ai pas regardé The Sinner en tout cas. Le franglais à pleine puissance en tout cas. Ouais, sur Newt, c'est vrai. Selon toi, à quoi ressemblera Apple d'ici 10 ans? Pouf, Aurélien, compliqué comme question. Compliqué comme question. Moi, j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer du côté réalité augmentée, santé, voiture potentiellement. À voir. Il y a plein d'axes comme ça qui sont en développement. À voir ce que ça va donner. Salut Marion, ça parlait pas mal de plus de présence féminine sur le mug avec Jérôme. Si tu voulais une copine tech, ce serait pour développer quel sujet en particulier, si jamais on tombe sur quelqu'un d'intéressant? C'est une bonne question. Euh, sans forcément spécifiquement dire que ce serait une femme qui devrait en parler, je pense que de toute façon, on se pose ce genre de questions avec Jérôme et Guillaume sur quels sont les sujets tech, toujours, parce que le mug, c'est quand même vraiment sur la tech qu'on aimerait développer, puisqu'on a une partie streaming que je vous fais de temps en temps. On a une partie un peu plus Android ou privacy avec Guillaume. On a une partie plutôt photo aussi portée par Jérôme, mais aussi Guillaume. Je pense que là, on a un trou dans la raquette, c'est notamment sur le mouvement des makers, où c'est définitivement quelque chose qui nous intéresse, mais qu'on n'a pas beaucoup développé. Je pense aussi l'aspect hyper intéressant, c'est le domaine du hacking. Hacking ne veut pas dire cyberattaque, mais comment comprendre comment les systèmes fonctionnent. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé l'événement auquel on avait assisté avec Hackers Voice sur démocratiser un petit peu la compréhension des systèmes. Et c'était une communauté très très bienveillante. Donc c'est très très chouette. Donc il y a plein de sujets qu'on aimerait développer. Donc tu vois, c'est les makers, le domaine des hackers, le DIY potentiellement. Donc c'est très lié aux makers. Euh,
voilà, il y a tous ces sujets-là, je réfléchis un petit peu, euh, qui nous intéresseraient. Mais on va en parler justement, on va se faire un point cet été pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau au mug. Un live Twitch Photoshop. J'utilise plus Photoshop hein, depuis quelques années maintenant, hein. En termes de product design, c'est pas quelque chose qui. Alors j'utilise pour faire de la retouche photo quand j'ai besoin de faire des retouches photo, mais c'est beaucoup plus du tout mon outil principal. Est-ce que tu as des outils ou fonctionnalités indispensables ou juste cool à conseiller sur Mac? Je débute sur macOS, je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir. Euh, moi, la fonctionnalité que j'adore, mais il faut avoir l'écosystème iOS et Mac, c'est le copier-coller. Le copier-coller où tu copies un lien par exemple sur ton navigateur, le navigateur que tu utilises sur Mac et tu l'envoies par SMS à quelqu'un, par SMS, par Messenger, etc. Depuis ton mobile. Et en fait, t'as plus à te poser la question de je suis sur mon ordinateur, je voudrais partager un lien facilement et donc il faut que je tape sur mon clavier l'URL. Ça paraît bête, mais en fait j'utilise vraiment au quotidien cette fonctionnalité de copier-coller à travers les appareils de l'écosystème et ça me simplifie la vie, mais trop quoi. Pareil, AirDrop, de pouvoir, parce que je fais beaucoup de tests d'applications, de screenshots, etc. pour m'en inspirer et ça m'aide beaucoup de pouvoir envoyer par AirDrop les screenshots que je prends sur mon iPhone, sur le Mac pour pouvoir travailler, etc. M'inspirer de choses que j'ai aimées, qui fonctionnent, etc. Donc ça, pour moi, je pense que c'est ce que j'utiliserai le plus. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? J'utilise aussi les bureaux aussi. Tu peux avoir plusieurs bureaux ou le split screen aussi. J'utilise beaucoup le split screen, notamment quand je fais des entretiens pour du recrutement. Du coup, je divise mon écran en deux avec d'un côté l'interface Google Meet où je vois le candidat et de l'autre côté mon interface avec mon petit formulaire de questionnaire quand je fais un entretien de recrutement où je peux remplir les questions et ça me permet de pas tourner la tête sur mon second écran et ne plus regarder la personne, mais d'avoir un entretien un peu plus fluide, quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est des usages un peu pro que je vous partage. Je suis pas sûre que vous aurez les mêmes usages que moi. Merci pour le conseil Normal People, j'ai presque fini et c'est une très belle série. Ah, ça fait plaisir à faire Jess. Merci, merci de partager ça, ça fait trop plaisir. Contente que ça t'ait plu. Ça a été vraiment un coup de cœur aussi pour moi en tout cas. Il va falloir monter un PC, Jérôme a essuyé les plâtres pour ça. Non mais Eric's Tech, j'y connais rien moi. Qu'est-ce que tu veux que je monte un PC? Vous allez voir mes galères et tout. Pardon. Par contre, j'adore faire des soudures. Je trouve ça trop kiffant. Mais j'adorais mes cours de techno quand j'étais au collège. Mais ça remonte. Hein. Mais à part ça, franchement, monter un PC, j'y connais rien moi. Comment c'est monté ce genre de machine. Mais après, j'aime bien fabriquer des choses. Donc pourquoi pas, hein. La guerre des mondes sur Canal, la pire série ever, des chouettes acteurs sérieux. Je dirais pas tous, Olek, mais j'adore Gabriel Byrne. Il y a quelques acteurs qui sont bons. Pas tous, je suis d'accord avec toi. Pas tous du tout. Shairdrop est mieux que Airdrop. C'est quoi Shairdrop? C'est bizarre comme nom, non? Il devrait améliorer Airdrop car il y a encore beaucoup de ratés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu utilises comme alternative à Photoshop? C'est pas vraiment une alternative, la Yahoo. C'est juste que pour mon métier, Figma est plus adapté. Donc pour tout ce qui est produit digital,
En fait, on utilise Figma. Avant, j'utilisais Sketch. Et en fait, Adobe XD, hein, qui existe dans la suite Adobe, Adobe, hein, comme vous voulez. Donc voilà, donc pour les personnes qui travaillent sur du product design, ils ont tendance à utiliser, s'ils restent dans l'univers Adobe avec Photoshop, ils vont utiliser plutôt Adobe XD. Moi, il se trouve que quand j'ai commencé à bouger de Photoshop, Adobe XD, qui s'appelait Comet, dans son projet de développement, était trop tôt, trop peu développé encore, hyper prometteur. Les équipes étaient super sympas. Ils avaient fait un tour en Europe pour discuter avec les product designers et comprendre leurs besoins et tout. C'était hyper intéressant, mais c'était trop à l'état d'embryon encore pour pouvoir l'utiliser dans ta vie de tous les jours professionnelle. Du coup, j'avais bougé sur Sketch. Et puis après, finalement, chez Alan, on s'est posé la question et on a bougé sur Figma maintenant il y a plus d'un an, ouais. 1 an et demi, je dirais. Et ça nous a changé la vie, quoi. Un outil collaboratif, vraiment, vraiment très chouette. C'est pas parfait, mais c'est très chouette. Ah, je vois qu'il y a d'autres connaisseurs de Figma. Merci Marion pour la découverte de la série Ted Lasso. Cool. Bon bah voilà, ça t'a décroché un sourire, j'espère, parce que cette série fait du bien. Voilà, cette série fait du bien, Ted Lasso. Marion, quand Jérôme reçoit l'iPad M1, tu lui piques vite fait. Vu la qualité d'écran, il sera encore plus accro à son iPad. Perso, j'abandonne de plus en plus mon MacBook Pro pour bosser sur iPad. Mais moi, j'arrive pas à bosser. Je suis un peu résistante. J'arrive pas à bosser sur l'iPad. Pour moi, l'iPad, ça reste un second screen de divertissement. Et encore, je l'ai parce que je peux me permettre de l'acheter et j'achète pas le pro parce que j'en ai pas l'usage. J'avais fait l'erreur la dernière fois de payer plein pot le pro. Et j'avais beaucoup regretté, amèrement regretté. Et en fait, l'iPad simple me suffit amplement. J'en ai pas un usage très très fort. Et honnêtement, pourquoi je l'utilise le plus, c'est principalement pour préparer le mug, donc pour lire mes articles. Pas pour grand chose de plus. Figma a l'air cool, ça fait plaisir de voir des alternatives à la suite Adobe. Figma pour le travail collaboratif, c'est nickel, ouais, carrément. Avec mon boulot actuel, l'iPad devient un bon compagnon pour combler les trous de Windows 10. Hyper intéressant. Tu bosses dans quoi, Docteur Valal? Du coup, suite à Ted Lasso, je me suis lancée dans Scrubs. Ouais, Scrubs, c'est chouette. J'ai vu que quelques épisodes par-ci, par-là de Scrubs, mais je sais que c'est une chouette série, ouais. Connaissez-vous des magasins pour acheter des bureaux un peu design et pas trop chers? Pas du tout, Lolo, de 43. Désolée. Je sais pas du tout. Euh, je peux pas te renseigner sur le sujet. Justement, même en divertissement, l'écran XDR est fabuleux. Ouais, mais je suis pas sûre que DJ Dactylo, franchement, je comprends, mais je suis pas sûre que ça justifie de changer d'iPad. Franchement. Le jour où il y a Xcode sur iPad, je fonce. Ah, j'allais dire une bêtise, mais à voir. Stay tuned. Je, je serais pas étonnée qu'à un moment donné, ça arrive. À voir. Ok, Valal, tu bosses dans l'informatique. Ouais, mais c'est sûr que l'iPad, c'est plus mobile, hein, et je trouve ça intéressant quand tu bosses aussi dans l'informatique d'avoir un peu les deux, quoi. Moi, j'adorais quand j'avais à la fois un Android, un smartphone Android et un iPhone. J'ai plus actuellement, mais j'adorais pouvoir voir les deux OS.
Dans ma boîte, on va commencer à utiliser Figma. En tant que développeur, est-ce que j'ai besoin d'un compte payant ou je peux rester sur la version gratuite? C'est une bonne question, Tanis000. On a la même question hein, chez Alan. En fait, ça dépend ce que tu as besoin de faire en tant que développeur. Si c'est juste d'accéder, de voir les mock-ups de ton équipe et de pouvoir cliquer sur les éléments pour voir les propriétés de style, type CSS, etc., ou de voir les composants, si vous avez un système de design system, tu vas pouvoir y accéder sans payer. Par contre, si c'est pour éditer quelque chose, typiquement modifier un texte, modifier un composant, etc., il va falloir un accès payant. A priori, en tant qu'ingénieur, un accès en vue te suffit. Moi, en tout cas, c'est ce qui se passe dans mon équipe. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux aussi cliquer sur le composant texte pour copier-coller directement le texte. T'as pas besoin de retaper tout ce qui est copie et texte d'interface. T'as pas besoin de le retaper, tu peux juste copier-coller depuis Figma. Donc tu vas voir, c'est assez puissant. Et si tu testes, ça m'intéresse d'avoir ton avis d'ingénieur sur Figma par rapport à d'autres outils avec lesquels tu as pu bosser en collaboration avec des designers. Et t'as plein de petits tutoriels aussi pour bien utiliser Figma. T'as plein de petites astuces pour les ingénieurs assez pratiques. Alors je rattrape un peu les commentaires. Tu dessines un peu sur ton iPad, je voulais m'en prendre un pour cette fonction. Je n'arrive pas à voir si le Pro a un avantage par rapport au R. Peut-être que Jérôme pourra mieux te renseigner, moi je dessine pas du tout en fait. Je suis designer mais je suis pas dessiner pour dessiner, ça m'intéresse pas. J'aimais beaucoup faire du nu, avoir un modèle vivant. Avoir des modèles vivants, ouais, ça c'est top. Et travailler au fusain, etc. Enfin, c'est très relaxant et c'est très chouette, sauf que bon, c'est pas. Enfin, il faut payer, hein, il faut payer le modèle, etc. J'en ai fait beaucoup durant mes études, mais là, au quotidien, je dessine plus du tout. Bon, écoutez, il est 9h26, je pense qu'on a fait le tour pour ce matin. Pas une question pure tech, mais comment es-tu devenu designer graphique? C'est le métier que j'aimerais faire. Alors, je suis pas designer graphique, mais je suis designer produit. Je fais pas du graphisme. C'est pas la même chose. Je conçois des produits. Je fais pas des éléments graphiques. Et donc, du coup, comment je suis devenue designer graphique? En fait, c'est un peu par, comment dire, par défaut, c'est-à-dire au collège, tu vois, à un moment donné, avant d'entrer au lycée, on te demande forcément de choisir une filière L, E, S. Alors ça a peut-être changé de nom depuis, hein, parce que je commence à être un peu, les études, ça commence à être loin, on va dire ça comme ça. Et en fait, esprit de contradiction. Moi, il y avait des matières que j'aimais dans toutes les filiales et je voulais pas choisir parce que je m'étais dit, franchement, choisir à 14 ans, c'est bien trop tôt. J'ai encore plein de choses à découvrir, à en faire l'expérience, donc j'aimerais plutôt apprendre plus que de me restreindre. Esprit de contradiction. Et donc du coup, on m'avait parlé de la filière art appliqué, qui en gros, tu gardais un cursus très général, donc tu abordais toutes les matières générales, mais tu avais des nouvelles matières en plus, histoire de l'art et compagnie, etc. Et donc j'ai fait, ah bah ça c'est top, je vais tester ça. Et donc il se trouve que j'ai été prise, et donc je suis allée là, et donc j'ai appris plein de choses nouvelles, hyper intéressantes. Et donc du coup, durant ce cursus art appliqué, tu vas tester et tu vas toucher à tous les domaines des arts appliqués. Donc tu vas toucher à l'architecture, au design industriel, tu vas toucher à la communication visuelle, tu vas toucher au stylisme, etc. Enfin vraiment tous les arts appliqués. Et de là, du coup, bah, moi je me suis spécialisée en communication visuelle, option multimédia, parce que c'était ce qui avait l'air d'être le plus proche. J'étais passionnée des nouvelles technologies. En fait, je suis assez curieuse. Et donc j'aime bien apprendre constamment et je trouve que les nouvelles technologies sont souvent source d'innovation et porteurs de nouveaux usages. Et donc du coup, ma curiosité m'a portée vers ce domaine-là. C'est pas la mana, la mana c'est la mise à niveau art appliqué. Moi j'ai fait le bac STI art appliqué.
La mana, c'est la mise à niveau quand tu n'as pas fait le bac STI à appliquer. Mais ça te permet aussi de rentrer dans un cursus à appliquer, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait un BTS, ensuite communication visuelle, option multimédia, du coup, parce que j'étais vraiment spécifique sur les nouvelles technologies. Et ensuite, j'ai fait une année Erasmus aux Beaux-Arts de Varsovie. Et après, je suis revenue et j'ai commencé en tant que web designer. Voilà. Et ensuite, j'ai orienté ma carrière en commençant en tant que web designer. Ensuite, j'ai bougé sur tout ce qui était responsive web design. Donc ça date un petit peu. Ensuite, j'ai bougé sur le mobile, puisque c'était l'arrivée justement des applications. Et puis maintenant, je fais web, mobile, etc. Et j'ai bougé directement chez le produit, plus en agence. Voilà pour la petite histoire. Moi aussi, j'ai fait un bac à appliquer. Maintenant, je suis étudiant en école d'architecture. Ouais, ben, en effet, en tout cas, là où j'ai fait mon bac STI à appliquer, c'était à Anglette. Et il y avait un gros focus design d'espace. Et donc, beaucoup étaient partis en école d'archi. Ouais, tout à fait. À mon époque, le bac à appliquer, c'était le bac F12. Ah ouais, pas mal. Maintenant, ça s'appelle ST2A, c'est vrai. Merci Toy pour la mise à jour du nom, j'oubliais toujours. C'est ST2A, ouais, tout à fait. Allez, il est 9h30, j'ai Samuel qui m'a offert un petit rappel à l'ordre à juste titre. On vous donne rendez-vous du coup ce midi à 12h30 pour retrouver le Twitch achat, à ne pas rater, c'est super bonne ambiance, donc n'hésitez pas. Et puis ce soir, je crois qu'il y a un événement Mario Kart aussi avec Guillaume, ça risque d'être assez rigolo où ils vont s'amuser sur la Switch, donc n'hésitez pas à y aller. Et sur ce, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous, moi, mercredi prochain. Et sinon, retrouvez aussi Guillaume demain à 8h pour le prochain mug. Voilà, donc ce soir, c'est bien 17h, le live compète Mario Kart sur le Twitch. Très bonne journée à tous et à bientôt.